Donc, en première partie, j'avais une petite introduction. Après, on verra sur qu'est-ce que c'est que l'envie d'être le meilleur. Après, on verra sur l'estime de soi, la confiance en soi. Après, le fonctionnement psychique, quelques éléments clés que je voudrais vous faire partager. De voir comment on peut aider les enfants précoces à lâcher prise sur certaines situations. Et une petite synthèse après de voir, en fonction de tout ça, cette précocité intellectuelle, est-ce que c'est un atout ou un handicap? Et on verra qu'évidemment la réponse est ni l'un ni l'autre, c'est autre chose. Et on fera une petite conclusion pour terminer. Donc j'espère que le reste fonctionnera mieux. On va voir. Voilà. Donc le principe c'est quoi sur la difficulté à perdre? C'est que l'envie de gagner d'une manière générale chez tous les êtres humains et surtout chez les enfants, c'est normal, ça sert à se développer, c'est une phase de la construction identitaire, ça permet une meilleure estime de soi. Donc sur le principe d'avoir envie de gagner, c'est pas quelque chose qui est pathologique. On a tous envie de réussir quelque chose, c'est pas aberrant en soi. Pour les enfants, ça permet aussi de se confronter à la réalité, de voir qu'est-ce qui marche pas, comment on peut faire, etc. Et comme on sait que chez les précoces, c'est quelque chose d'important, le contrôle et la maîtrise, psychiquement et même dans la réalité, vous devez l'avoir remarqué, que ce soit à l'école ou à la maison. Cette envie de contrôle et de maîtrise est très importante, donc on va essayer de voir un petit peu qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça. Parce qu'il y a des moments où c'est normal, et puis il y a des moments où souvent le précoce, pas que les précoces, mais c'est parce que chez les précoces c'est encore plus exacerbé, est-ce que c'est pas plutôt synonyme d'un besoin, parce que j'ai eu besoin de protection face aux émotions, et on va voir qu'est-ce que ça veut dire. Et de voir quels sont les mécanismes de fonctionnement psychique qui permettent de voir tout ça. Et puis après, quels sont les moments où il faut un peu s'en inquiéter ou pas, et puis surtout comment on peut les aider et aider l'entourage. Parce qu'effectivement, comme tout être humain, un enfant, d'autant plus un enfant précoce, c'est un enfant dans un entourage familial, scolaire, camarade, etc. Donc il faut bien prendre tout ça en ligne de compte. Donc, ah oui, donc c'est encore moins que ce que je pensais. Ah, je suis désolé, c'est pas grave, on peut vous mettre en avoir. Non, c'est bon. Ouais, bon, on va dire oui. Donc, le principe d'envie d'être le meilleur. Donc, d'une manière générale, l'enfant précoce, vous le savez, il aime le challenge, il aime les défis, il aime quand c'est compliqué. Plus c'est difficile, ou plus ça lui semble en tout cas difficile, plus il va se creuser les ménages, plus il va faire d'efforts, et plus il va être capable de mobiliser tout ça. C'est sûr que faire des étiquettes la veille quand c'est amusant, pourquoi pas, quand c'est pour travailler, beaucoup moins. Donc c'est aussi une fonction de la motivation. Avant, vous savez que la motivation, c'est, moi je trouve, la base de la base, que ce soit à l'école ou à la maison. S'ils ne sont pas motivés, c'est l'enfer. S'ils sont motivés, ils font tout seuls et très bien. Même mieux que ce qu'on attend. C'est évident. Donc voilà, ce que je disais tout à l'heure, c'est plus c'est compliqué, plus ça leur semble difficile, plus ils se cassent la tête, plus ils montent, etc. C'est ce qu'on appelle l'effet Everest. Plus on met la barre haut, plus ils essayent, quand c'est abordable, de pouvoir monter et gravir un petit peu tout ça. Mais forcément, l'inconvénient, c'est que quand il y a de l'échec, c'est compliqué parce que si la réussite est motivante, l'échec est encore plus déstructurante chez tous les enfants, chez tous les adultes de manière générale. On préfère réussir que ne pas réussir, c'est normal. Mais chez les enfants précoces, c'est l'intensité exacerbée. C'est-à-dire que quand ça marche, c'est génial, c'est un super moteur. Ça marche pas, c'est la cata, et on va voir après, c'est je suis nul, je suis pas capable de faire, etc., etc. Alors que des fois on dit c'est un petit truc, c'est rien du tout, et pour eux c'est la fin du monde, on a l'impression que le monde va s'écrouler, etc. Donc c'est compliqué. Et puis il y a ceux qui, par rapport de manière générale, aussi, quand il y a des activités qui sont un peu difficiles ou qu'ils aiment bien faire, etc., ils ont envie, mais c'est moi ce que j'appelle l'anticipation négative, c'est-à-dire qu'ils ont tellement, ils vont se dire oh mais je vais pas y arriver, mais ça va être trop dur, alors qu'ils sont totalement capables. Là on parle d'enfants qui ont ces potentiels-là, des enfants qui sont en déficit, forcément on n'en parle pas de la même manière, mais il y a des enfants qui vont se bloquer avant de prendre le risque de réussir ou de rater, donc c'est toujours compliqué. Au niveau de l'école, l'envie d'être le meilleur, ça passe d'abord, ça passe dans plusieurs situations, mais ça passe aussi avec les camarades. Donc, l'enfant précoce, il va avoir envie de montrer qu'il sait plus que les autres. Or, pareil, tout ce que je dis aujourd'hui, c'est d'une manière générale, chaque enfant est différent, vous le savez bien, donc il ne faut pas prendre au pied de la lettre, tous les enfants précoces font comme ci ou comme ça. Non, c'est évidemment à relativiser, mais c'est quand même une grosse majorité, où il y a cette envie de montrer qu'il sait plus que les autres, et donc il y a un esprit de compétition.
Quand je parle au niveau de l'école, je ne parle pas qu'au niveau du scolaire. On va voir, c'est aussi dans la cour de récré, dans les discussions, etc. Donc là, quand je parle de l'école, c'est l'enceinte de l'école, mais pas seulement dans la classe avec une interro, etc. Donc oui, bien sûr qu'il y a l'envie d'avoir des meilleures notes que les autres. Il y a l'envie, en tout cas, qui est là. Mais là dont je parle, c'est vraiment avec les camarades, c'est de vouloir être meilleur. Et donc par rapport aux notes, ça peut être parce que lui, il a envie d'être meilleur, parce que les parents lui demandent d'être meilleur, parce que l'enseignant lui demande d'être meilleur. Le nombre d'enseignants, on sait qui, quand ils savent que les enfants sont précoces, il faut forcément que l'enfant précoce soit le premier, donc soit toujours le meilleur. Et puis quand ça ne marche pas, c'est effectivement là que ça pose problème. Je ne développe pas le côté que c'est pas parce qu'on a des potentiels qu'on est le premier de la classe, on sait très bien que c'est pas vrai, on l'a déjà dit, redit, donc ça c'est, je passe un peu vite fait là-dessus. Donc d'une manière générale à l'école, l'enfant précoce il va vouloir montrer qu'il possède plus de compétences que les autres et il a besoin de plus de stimulation, ça on l'a déjà dit, vous le savez. S'il s'ennuie, c'est la cata. Le nombre d'enseignants qui vous disent mais il risque pas de passer une classe parce qu'il est nul, il n'écoute pas, il fait rien, et puis dès que ça se met en place, on se rend compte qu'en fait il a besoin de ça qui s'ennuie, c'est le côté roue libre, s'il est en sous-stimulation. Comme on disait tout à l'heure, il rêve, il s'ennuie, il fait des bêtises, machin, etc. Ça, vous connaissez déjà. En général, à l'école, il y a plusieurs manières de réagir face à cette situation-là. Donc oui, ce que j'ai mis des motivations, si ça ne marche pas, peut réussir des tâches complexes ou échouer avec des tâches simples. Ça, on voit, même dans les tests de QI, des enfants précoces qui, des fois, les premières questions toutes bêtes, ils ne réussissent pas. Et puis, plus ça devient dur, plus ils y arrivent. Donc ça paraît toujours déroutant pour ceux qui ne connaissent pas. Parce que vraiment, les tests de QI, on commence par des choses faciles, on va de plus en plus dur et on regarde où est-ce que ça s'arrête. Pour faire ça, je fais très résumé parce que c'est plus compliqué que ça. Et des fois, les enfants précoces, ils font le l'école, ça peut aussi arriver pour tout un tas de choses. Donc, d'une manière générale, les enfants, moi j'ai mis quelques cas de figure. Quand ils ont besoin de stimulation, ils peuvent demander d'avoir plus de stimulation. Donc, des fois ça marche, des fois ça ne marche pas. Mais c'est quand même assez intéressant. Il y a cette compétition avec l'enseignant, avec les camarades. Des motivations si ça ne marche pas. L'ennui, on l'a déjà dit. L'agitation, etc. Bref, ça c'était un peu ce que je vous avais dit. Donc ça c'est des choses que vous savez déjà. Comme ça. À la maison, ça vous devez vous en rendre compte, c'est les enfants qui posent toujours plein de questions, surtout n'importe quoi. Le nombre de parents que je vois à mon cabinet qui me disent mais ils n'arrêtent pas, on cherche le bouton stop tout le temps, on ne trouve pas, c'est fatigant. Ce qui ne veut pas dire que c'est pas intéressant, ça veut dire que ça ne leur plaît pas, c'est juste que c'est fatigant. Donc la manière pourquoi ces enfants ils posent plein de questions. Alors évidemment parce qu'ils veulent en savoir plus, ça c'est un peu une évidence, mais il y a aussi beaucoup d'enfants moi je vois qui me disent qu'il y a plusieurs choses. C'est aussi pour vérifier que ce qu'ils savent, que ce qu'eux ils savent, c'est bon, donc c'est aussi un moyen de vérification, c'est une question de rassurance, mais c'est aussi pour voir un petit peu si les autres ils savent pas, est-ce que lui c'est mieux, est-ce que c'est pas, donc il y a toujours, là je le mets dans ce souci un peu de compétition et de tester. Je vais tester pour savoir si tu sais mieux que moi. Mais comme je disais tout à l'heure, c'est aussi pour en savoir plus, mais également pour être sûr qu'il sait bien les choses quand même. Dans une fratrie, souvent, il y a. C'est vrai que statistiquement, il y a plus de précoces chez les aînés. Pas une vérité absolue, mais ça se retrouve plus souvent. Et quand c'est d'autant plus l'aîné, il y a cette envie de diriger, de commander les autres. Mais moi, j'en vois beaucoup qui ne sont pas aînés et qui ont envie de commander et de diriger les plus grands. C'est pas que une question de place de famille. Il y a vraiment cette dualité. Moi je vois souvent les enfants, les parents qui m'expliquent que c'est l'enfant précoce qui décide du jeu, des règles du jeu, de comment ça joue, etc. Et que soit ça joue à sa manière, soit ça ne joue pas, donc ça fait toujours plein d'histoires, etc. Donc il y a cette envie outre l'envie de gagner, c'est vraiment l'envie d'être meilleur, mais c'est toujours dans l'idée du contrôle ou de la maîtrise et de diriger. Dans les jeux de société, vous avez déjà dû l'expérimenter, le nombre d'enfants précoces qui, quand ils ne gagnent pas, c'est-à-dire que nous, on pourrait dire qu'ils ne gagnent pas, eux, c'est ils perdent. Moi je dis qu'ils ne gagnent pas, mais pour eux, ils perdent. Donc c'est la fin du monde. Moi j'ai le nombre d'enfants qui balancent le jeu, qui balancent tout partout, qui partent en pleurant ou en criant, et les parents ils disent juste, mais c'est juste un jeu, c'est pas grave, et tout. Ouais, mais c'est la fin du monde, etc. Il y a vraiment cette difficulté. Pourquoi? Parce que l'enfant précoce, à ce moment-là, il montre qu'il n'est pas le meilleur. Pour nous, ça paraît pas forcément grave, pour nous, c'est très grave, au contraire. Puis ça montre des failles, ça montre des faiblesses.
Et souvent, pas tout le temps, mais souvent dans les jeux, les enfants précoces, c'est un peu binaire. C'est-à-dire, soit c'est le premier, ça marche bien, ils sont contents, soit ça marche pas, ils sont nuls, ils n'aiment pas jouer à ce jeu-là, et ils perdent un peu toute cette toute-puissance qu'ils ont, et ça devient très compliqué à gérer après. Et donc forcément, à la maison, en fonction de comment les parents sont tolérants, comment les frères et sœurs supportent ou pas, et ça peut faire beaucoup d'histoires, beaucoup de conflits, et puis on va voir qu'après, ça peut amplifier effectivement les conflits, puis il y a des moments où ça se passe bien. Là, mon but, c'est pas de dire tous les précoces, c'est la cata, vous n'avez pas de chance, et voilà, c'est foutu, pas du tout. C'est simplement pour expliquer que pourquoi il y a cette envie d'être meilleur. Là, à la maison, c'est surtout sur le côté contrôle-maîtrise, et puis pour donner une bonne image de soi, mais ça, on verra ça après. Pourquoi? Parce que on demande d'être meilleur et d'être bon dans la société de manière générale, donc eux, ils essaient d'appliquer ça dans ce contexte. Avec les autres, avec les camarades, souvent ils essayent de faire bonne figure, ils essayent de mettre en valeur leurs bonnes caractéristiques. C'est-à-dire que moi je vois énormément d'enfants qui disent mais je comprends pas, j'essaie d'avoir des copains, ça marche pas. Là je parle de ce qui va pas. Hein. Il y en a pour qui ça marche bien, rassurez-vous. Ils me disent mais je comprends pas, j'essaie de faire des copains, et quand on discute un petit peu sur comment ça marche, eux ils me disent pour essayer de les intéresser, d'avoir des copains, j'essaie de montrer ce que je sais faire le mieux, de ce que j'aime bien, etc. Sauf que forcément ça passe pas toujours avec les autres, et que les autres le rejettent un peu, le mettent à l'écart, parce que lui il essaie de montrer là où il est le plus fort, et ça tombe pas toujours dans les mêmes centres d'intérêt que les autres. Et c'est super compliqué. Quand il veut parler de planète ou d'histoire et que les autres ils préfèrent jouer au foot, il n'y a pas 36 000 façons de faire. C'est-à-dire que soit les autres acceptent de venir discuter, soit l'autre précoce accepte d'aller au foot, soit ça fait 2 points. Il n'y a pas 3 milliards de façons en général. Donc c'est un peu compliqué parce que le précoce ne comprend pas en plus, parce que lui c'est intéressant, mais il ne comprend pas pourquoi les autres ne s'intéressent pas aussi à ça. C'est grand classique. Hein. Vous devez déjà l'avoir vu. Si vous lui demandez de venir à la maison, de venir manger, et que lui est en train de découvrir un truc extraordinaire, il va vous dire qu'il s'en fiche de manger. C'est génial, pourquoi vous venez pas à côté de lui pour découvrir ce fameux truc qu'il a découvert? Voilà, le degré de priorité et d'importance diffère. Donc centre d'intérêt différent, ça vous connaissez le problème. Donc eux, en général, pas tous, mais ils préfèrent effectivement les échanges verbaux, faute de temps pour moi, et moins d'activité psychomotrice. J'ai plus souvent moi l'habitude d'avoir des précoces qui me faire discuter qu'aller jouer au foot, mais il y en a heureusement inverse, mais comme une grande majorité, et puis il y a des tranches d'âge où c'est pour les garçons, parce qu'effectivement il y a plus de garçons que je vois en consultation, ils préfèrent souvent jouer au foot ou aux cartes ou au machin. Et c'est difficile parce que c'est pas les mêmes centres d'intérêt. Après, il y a le côté, dans les autres qui, monsieur et madame tout le monde, monsieur et madame je sais tout ça, vous savez déjà le principe, imaginer un télo, donc c'est difficile parce que l'enfant précoce dit, voilà, pour me faire accepter des autres, je vais faire ce que je sais mieux faire et ça va être passionnant, et les autres, au contraire, c'est ça qui va faire qu'il le rejette. Donc c'est forcément compliqué. Problème de respect de règles et sentiment d'injustice. Alors, sentiment de justice et d'injustice, ça je pense que n'importe qui a été en contact plus de 3 secondes avec un précoce connaît le système. Tout ce qui est injuste, c'est l'affaire du monde, il ne comprend pas. En même temps, il n'a pas tort, mais la réalité fait que la vie n'est pas forcément juste du tout, donc c'est difficile. Et puis ce qui pour lui est juste et injuste, il n'est pas forcément pour les autres aussi. Bref, moi je le vois très bien entre autres, dans les bilans qu'on fait dans les tests, c'est sur un subtest qui permet justement de voir un petit peu tout ce qui est appréciation des règles. C'est souvent très développé, beaucoup plus que les autres. Et ils ne comprennent pas pourquoi les autres ne comprennent pas comme lui, ils ne fonctionnent pas pareil. Moi j'ai un enfant qui m'expliquait la semaine dernière, il me disait voilà, j'essaie de jouer à un jeu, mais ils sont chiants, ils changent les règles tout le temps, je comprends rien, ça m'énerve, donc je leur ai dit bon, on met les règles et puis maintenant on ne bouge plus. Et ils l'ont jarté, et puis il est resté tout seul, les autres ils ont continué à jouer avec leur système de règles qui tourne, et puis ils ne comprenaient pas. Il dit mais si on met des règles, on joue un jeu avec des règles, on ne bouge pas. Oui, mais non. Et ça passe pas. Quel sentiment de justice et d'injustice, je pense que vous connaissez, c'est quelque chose qui est très compliqué. Donc après, les enfants précoces, face à ça, ils n'ont pas 3 milliards de possibilités. Soit ils restent tels qu'ils sont, et puis tant pis si ça ne passe pas avec les autres, soit ils font semblant, et puis moi j'aurais qui m'explique, voilà, je m'en fiche en gros de ce que disent les copains, mais je fais semblant de m'intéresser parce que moi j'ai des copains. Pas besoin non plus d'être forcément précoce pour faire comme ça, on est bien d'accord, mais chez les précoces, il y a un peu ce côté-là. Donc soit ils restent eux-mêmes, mais risquent d'être rejetés, soit ils font comme les autres, soit ils font un mélange. Et puis il y a
l'idéal, c'est des fois quand ils ont un ou deux super bons copains qui fonctionnent comme eux, donc là avec qui ils peuvent être eux, et puis avec d'autres, qui font comme ils peuvent, et puis en fonction de comment ils le sentent ce jour-là aussi. Donc c'est un peu le contexte de comment faire pour essayer d'être bon, d'être meilleur, parce que c'est comme ça qu'ils sont, face aux autres, à la maison, à l'école ou avec les autres copains, et puis des fois ça passe, et des fois ça passe pas. Le principe de la confiance en soi et de l'estime de soi, on sait que chez les enfants précoces c'est très très fréquent, pareil, pas chez tout le monde, et ça se développe pas de la même manière quand ils sont petits, quand ils sont adolescents encore moins. Moi je reçois des enfants, des adolescents, des adultes, c'est encore autre chose chez les adultes, mais le principe et la confiance en soi et l'estime de soi se retrouvent très fréquemment comme étant des failles chez les enfants précoces, ça c'est souvent. Donc peur de mal dire, peur de l'échec, peur de ne pas faire ce qu'on attend d'eux, et puis des fois ils comprennent pas, ils disent ben voilà je fais ce qui me semble être juste, et puis ça marche pas et je comprends pas pourquoi, donc ça les remet en cause, plutôt que se dire, enfin je dis pas qu'il faut, mais plutôt que se dire bah, les autres ils fonctionnent différemment, tant pis pour moi je m'en fiche, c'est mais je comprends pas pourquoi, c'est assez logique en même temps. Puis peur de l'échec, l'anticipation négative, peur que ça se passe pas bien, peur qu'ils se trompent, peur de ne pas faire aussi bien que ce qu'ils voudraient, parce que la difficulté de l'enfant précoce, c'est pas qu'il veut faire bien, c'est qu'il veut faire d'abord très bien, il veut faire souvent mieux que les autres, et puis surtout il voudrait pouvoir faire à sa manière à lui. Par exemple, le dessin et l'écriture, qu'est-ce qui ne marche pas? C'est parce que moi je vois des enfants qui ont 4-5 ans, qui veulent me faire un dessin, et puis au bout de 3 coups de crayon, ils arrêtent, ils disent mais j'arrive pas à faire ce que je veux, ça m'énerve. Oui, sur le côté graphique, ça c'est pas moi qui en parle le mieux, mais je veux dire, moi je le vois fréquemment, et l'écriture c'est pareil, ils n'arrivent pas à écrire aussi vite, même pour le dessin, moi je prends cet exemple-là, ils n'arrivent pas à faire exactement comme ils veulent, ils ont cette représentation, je sais pas s'ils veulent faire un vaisseau spatial, puis ils vont faire 3 coups de crayon parce qu'ils n'arrivent pas à faire autrement, et pour eux, c'est horrible. On ne se rend pas compte à quel point c'est anxiogène, on reviendra après dessus, mais c'est horrible et ça met pour eux ils mettent en avant leurs faiblesses, là où ils veulent au contraire les cacher, donc c'est quelque chose qui est assez difficile, je pense que vous l'avez déjà vu aussi. Donc comment faire un petit peu pour cacher ça? Il y en a qui sont en retrait, donc timides. Puisque j'ai pas confiance en moi, je ne vais pas aller m'exposer à ce qui va me mettre en difficulté. Je me mets en retrait, je suis timide, je reste dans mon coin, je fais pas de bruit, et comme ça au moins, on m'embête pas et j'ai pas besoin de montrer que je suis pas très confiant. Inutile de vous dire que c'est pas ce qui est le plus top au niveau développement, forcément, mais ça existe. Comportement de rassurance sur les capacités, c'est le côté d'être le premier, de réussir. Si je réussis tout et que ça marche, ça me rassure sur mes capacités. C'est un peu bête ce que je mets, mais au moins vous avez comme ça pour vous lister les choses. Et puis il y a le côté de puisque j'y arrive pas, je vais faire quelque chose qui va intéresser les autres et qui marche, et je vais avoir une gratification là-dessus. Donc je vais être serviable, altruiste, à outrance, parce que là on est dans un peu une caricature, mais voilà, si je vais être gentil avec les autres, nombre d'enfants qui vont vous dire j'ai des copains, comment t'as fait? Je leur donne des bonbons. Ah mais si tu leur donnes plus, ils sont plus mes copains. Ah bon, alors je vais leur donner des bonbons, comme ça ils vont être mes copains. Vous voyez, c'est ce mélange pour les enfants, parce que je parle vraiment enfant, de se dire, ils savent bien que les copains, dans ce cas-là, avec les bonbons, c'est très relatif et que c'est pas des vrais copains, mais au moins pendant ce temps-là, ils peuvent faire des choses avec des copains et ça passe. Donc ils se disent c'est mieux que rien. Donc, puis il y a vraiment ceux qui sont altruistes, comme ça au moins ils ont une assurance émotionnelle. Je suis intéressant, je suis gentil, donc je suis peut-être pas le meilleur au niveau d'une réussite quelconque, mais au moins j'ai une place privilégiée parce qu'on s'intéresse à moi et qu'on est content de moi. Donc vous voyez, on change de système. Besoin d'attirer l'attention sur lui ou sur elle en toutes circonstances. Je pense que vous connaissez, moi j'ai le nombre de fois que j'entends les parents qui me disent à la maison j'ai l'impression d'avoir que lui, je ne dois m'occuper que lui, puis dès qu'il n'est plus là, ça fait un vide. C'est le centre d'attention à l'école, à la maison, etc. Avec les effets positifs et négatifs forcément que ça a. Et voilà, mais il y a besoin d'attirer l'attention et d'occuper le temps, l'espace, l'énergie. Ça je pense que vous connaissez aussi. Autodérision, donc outre l'aspect humour que je développe pas là parce que j'ai pas le temps, qui est très très développé au niveau syntaxique, au niveau subtilité, au niveau symbolique des éléments, il y a aussi beaucoup d'enfants précoces qui ont des difficultés d'estime de soi, de confiance en soi, qui pratiquent l'autodérision. Pourquoi? C'est pour éviter que les autres le fassent avant lui. Donc lui il préfère dire voilà, moi je me le fais moi-même, ça m'attaque pas trop, ça va, c'est moins pire que si c'est les autres qui me le balancent comme des pics, et comme ça au moins. Vous voyez, ça peut paraître tordu, en disant je me fais l'autodérision, il n'est capable de le faire du tout, mais il se dit voilà, plutôt que ça me tombe dessus, je fais un petit coup d'abord, comme ça moi je suis tranquille et après on n'en parle plus. C'est comme ça que ça fonctionne. Pas toujours facile, mais alors, on va faire dans l'autre sens, puisqu'il me fait dans l'autre sens.
Donc toujours sur la confiance en soi et l'estime de soi, le côté difficulté à se conformer, j'ai mis entre guillemets parce que je trouve que c'est pas terrible comme terme conformer, mais c'est vraiment le principe de on a un cadre scolaire, maison, etc. Et puis il y a des moments où il faut quand même se tenir dedans, donc c'est difficile. Soit parce que ça ne lui plaît pas, soit parce qu'il y a le sentiment de justice et d'injustice dont on a parlé tout à l'heure. Et puis s'ils ne comprennent pas le pourquoi, si ils n'ont pas envie ou s'ils trouvent ça pas juste, bon courage parce qu'en général c'est là où ça devient plus dur. Et devant l'échec, forcément ce que je disais tout à l'heure, ils se sentent nuls et ils se sentent bêtes. C'est-à-dire qu'eux ils vont généraliser, c'est-à-dire que s'ils se trompent à un truc, ils n'ont pas réussi un truc, mais pour eux ça veut dire qu'ils ne sont pas capables de plein d'autres choses. C'est un peu le côté binaire dont j'ai expliqué tout à l'heure, c'est que s'ils réussissent bien, ils sont bons, s'ils réussissent pas aussi un truc qui n'arrive pas à être aussi bien que ce qu'ils veulent, ça va être un peu la cata derrière. Et ça, on voit à l'école, à la maison avec les copains, c'est pas spécialement lié à un endroit particulier, c'est pour ça que je l'ai mis de manière générale. Donc, aussi au niveau de. Parce que tout n'est pas marqué, il y a la confiance en soi avec l'effet Pygmalion négatif, je pense que vous avez peut-être entendu parler. Le fait, c'est quoi? C'est que Bastien est dans un environnement où on va lui dire qu'il est bête, qu'il est nul, qu'il n'est pas assez compétent, qu'il est. Je prends l'exemple de l'école, mais il n'y a pas que l'école, mais si l'enseignant lui dit mais tu n'as que cette note-là alors que tu pourrais, machin, tout ça, il y a beaucoup d'enfants précoces qui vont dire ok, puisque tu me prends pour un idiot ou un bête, je vais faire l'idiot et le bête. Je vais faire en miroir ce que tu me demandes, tu me dis que je suis nul, donc je vais faire nul. Donc il y en a beaucoup, moi j'en vois beaucoup qui, quand je leur demande pourquoi ils font ça, ils me disent on me traite de nul, donc je fais ce qu'on me demande. C'est la forme d'humour et d'autodérision, mais c'est surtout parce que moi j'ai beaucoup d'enfants qui sont en conflit avec les profs, et puis c'est le côté un peu de on va voir lequel des deux va gagner, lequel des deux va rester. Il prend pour un con, donc je vais jouer un peu au con, parce qu'ils disent ça comme ça, et on va voir lequel des deux va tenir. Sauf que l'enfant précoce il est perdant, forcément, on ne peut pas l'enseignant qui est perdant là-dessus. Et ça, il faut le travailler parce qu'il ne le conçoit pas. Au niveau de l'école, le fait qu'il parle de la parole, qu'il maîtrise la parole tôt, ça c'est quelque chose qui est fréquent. Là je parle de maîtrise de la parole, c'est pas juste à quel âge il a appris à parler, c'est que on sait très bien, là c'est pas que au niveau de l'école, mais ça peut être dérangeant, mais parce qu'à l'école il parle avec une syntaxe particulière, avec des mots particuliers, il a envie de parler tout le temps, ça vous connaissez aussi. C'est un gros atout le langage pour eux, si c'est bien accepté par les autres, ça ne l'est pas forcément toujours. C'est aussi un moyen, pareil, de montrer les compétences, de se rassurer, et puis de montrer qu'il sait un peu plus que les autres, d'une manière consciente ou inconsciente. Ils sont pas, quand j'explique ça, c'est pas le côté je suis le meilleur du monde, c'est juste de je me sens différent, j'ai des capacités en plus, donc je vais le montrer, et je vais supposer que les autres ils vont aimer ça, ils vont trouver ça bien. Des fois ça passe, des fois ça passe pas. Tout ce qui est écriture, je le développe pas parce que c'est déjà dit, donc écriture plus lente, problème de soins, ça va passer vite par rapport aux pensées, on l'a déjà vu. Tous les dyspraxie, dyslexie, dyscalculie, machin, tout ça. Ça, c'est le fonctionnement général que beaucoup d'enfants précoces ont. C'est pas une obligation, heureusement. Pour autant, on peut avoir aussi plein de 10 mélangés aussi. C'est juste pour expliquer que ça perturbe la confiance et l'estime de soi. Ça paraît évident, hein, mais si on est dyslexique et qu'on ne lit pas comme il faut, dyspraxique ou autre chose, ça montre bien qu'on a des faiblesses et l'enfant précoce, quand il fonctionne en binaire, ça ne marche pas. Agitation, hyperactivité, je pense que vous avez déjà entendu parler, moi j'en ai souvent, les parents qui m'appellent en disant voilà, l'enseignant m'a dit qu'il était hyperactif parce qu'il reste pas assis sur sa chaise. Oui, mais c'est parce qu'il faut expliquer pourquoi, parce qu'ils s'ennuient, parce que c'est pas intéressant, parce que c'est répétitif. Un vrai enfant hyperactif, c'est pas bien ça du tout. Donc voilà. En tout cas, c'est souvent que les enfants précoces, c'est souvent comme ça qu'on les voit après en consultation, c'est parce qu'un enfant précoce pour qui ça se passe bien et que ça fait pas de bruit, tant mieux déjà, ça existe, rassurez-vous, mais forcément c'est pas ceux qu'après on a dans les associations, qu'on a en cabinet ou en institution ou quoi que ce soit, on a ceux qui posent problème. Comme un médecin voit les malades, on ne voit pas ceux gens qui vont bien normalement, et là c'est un peu le même principe. Donc il s'agit beaucoup et c'est souvent source de critique par l'école, l'enseignant, c'est compliqué. Donc, influence des enseignants, des camarades, si ça se passe mal, donc si négatif, moi je vois beaucoup d'enfants qui sont en phobie ou en rejet, on appelle ça comme on veut, mais en tout cas qui refusent d'aller à l'école, où c'est vraiment quelque chose de dramatique. Des enfants qui pleurent pour revenir tous les matins pour y aller, il y en a qui se rendent malades, il y en a qui se scarifient, enfin des trucs forcément pas top, parce
parce qu'ils ne veulent pas y aller. Mais à côté de ça, si forcément ça se passe bien à l'école, avec les copains ça se passe bien, il n'y a pas de raison pour que ça ne suive pas non plus. Donc c'est vraiment tout un ensemble de choses. Hop. À la maison, voilà, ce que je mettais, que souvent les parents sont fatigués, ils sont en recherche du bouton stop. Moi, c'est souvent les parents ils disent comment il faut faire, comment on peut l'arrêter. Je pense que ceux qui ont déjà expérimenté le savent, ça ne marche pas, il n'y a pas de bouton stop. De temps en temps, il y a un bouton pause, mais encore, mais le bouton stop, ça ne marche pas. Ça arrive aussi fréquemment d'avoir cette difficulté qui... alors, le fait de pouvoir, par exemple, toujours parler, faire plein de trucs, l'enfant précoce, il aime bien, il trouve ça intéressant. Mais le fait de voir que des fois les parents en face, enfin ses propres parents sont fatigués, sont saoulés, en ont marre, ça lui casse un peu cette estime de soi ou sa confiance en lui, parce qu'il se dit je fais ça parce que j'aime bien, je suis fort et ça m'intéresse et tout, et en face il voit des gens qui des fois sont un peu démotivés, pas systématiquement, mais en tout cas qui en ont un peu ras-le-bol, donc forcément il se dit mais alors ça veut dire quoi? C'est-à-dire que ce que je sais ou ce que j'ai envie, ça me plaît pas, enfin, oui c'est surtout ces moments-là où la confiance en soi est gratinée forcément. Et donc la peur, c'est que je mette un mauvais enfant, parce que moi il y a des enfants qui disent j'ose plus te poser de questions parce qu'après papa et maman ils se fâchent parce que je pose des questions, donc je dis plus rien. Donc lui il se dit si je suis moi-même ça va poser problème, donc je suis un mauvais enfant. Vous voyez le raccourci qu'ils font. Pas systématiquement, je le redis, mais c'est compliqué quoi. Avec les autres, peur d'être rejeté, je vous avais dit ça, peur de ne pas réussir un jeu qu'ils ne connaissent pas. Donc moi d'enfants que je vois à mon cabinet qui me disent qu'ils ne veulent pas jouer à des nouveaux jeux parce qu'ils ne connaissent pas les règles, donc ils ne maîtrisent pas, donc ils ne savent pas s'ils vont y arriver, et en plus les autres connaissent ça avant eux, donc les autres vont mieux réussir qu'eux au début, donc ils ne veulent pas faire. Il faut faire tout un travail avec eux sur qu'est-ce qu'ils, pourquoi, comment, etc. pour essayer un petit peu de les aider à quand même rentrer dedans, parce que sinon ils s'excluent d'office en fait de plein de choses. Peur de dire ce qu'il connaît, peur d'être différent, attitude provocatrice et décalée pour s'intégrer. Moi j'ai beaucoup d'enfants qui baissent leur niveau scolaire parce que comment ils font comme les autres et comment ils sont pas traités d'intello, etc. Et j'en ai plein aussi que je vois qui font un peu plein de bêtises, même si ça va, que c'est des bêtises que c'est nul, mais au moins ils me disent moi comme ça, moi j'ai des copains, moi je me fais pas traiter d'intello, etc. Donc c'est pareil, c'est pas systématique, mais ça se retrouve chez des enfants. En fait, le principe, c'est quoi? C'est soit avec les autres, ils sont eux-mêmes et ça passe, donc tant mieux, et on souhaite le plus possible, soit ils sont obligés un peu de se transformer, des fois de se travestir beaucoup, pour faire semblant, mais au moins, en faisant semblant, ça passe. Donc après, c'est un choix sur est-ce qu'il vaut mieux être soi et pas avoir beaucoup de copains, ou faire semblant et avoir plein de copains. Il n'y a pas une bonne réponse, simplement, eux, ils se la posent, et donc, suivant les cas, il y a des fois où ils font, mais ils ne font pas. Ça dépend un petit peu les choses. Alors là, en juste quelques infos toutes simples, alors ça, ce que je vous ai mis, c'est quoi? C'est des mécanismes de défense qui disent que tous les êtres humains. Tous les êtres humains peuvent avoir ça, mais spécialement les enfants précoces, j'en ai mis, je ne sais plus, 5, 6, ils se servent un petit peu de cela parce que ça fait appel à l'intellect, vu qu'ils ont un intellect qui est super développé, et ils vont se servir de leurs atouts. L'intellectualisation, c'est mise à l'écart des émotions, c'est-à-dire que il se passe quelque chose qui ne leur va pas, ils vont être dans le raisonnement, dans l'intellect, ça s'appelle l'intellectualisation, ils vont être dans le raisonnement, mais pas du tout dans l'émotion et pas du tout dans le vécu, ils vont être dans de l'intellect. Et ça se retrouve souvent chez des enfants précoces, donc justement parce qu'avec leur intellect ils sont très développés, ça devient même une seconde nature, et puis on se dit ça va, il n'est pas trop affecté, il n'est pas trop embêté, machin. Non, c'est juste que, hop là, il a court-circuité tout. Ce qui fait que ça marche plus. La rationalisation, c'est trouver une excuse raisonnable. Vous voyez, c'est toujours de l'intellect. Oui, mais parce que... Et puis alors là, ils peuvent vous sortir une super tirade avec des excuses totalement raisonnables et faisables. Ils sont très intelligents. Mais, vous voyez, là, on dévie. C'est pas le qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi, c'est oui, mais parce que. Et éléments extérieurs pour expliquer tout ça. Donc là, on est dans de la diversion. L'isolation, c'est entre guillemets, c'est très très caricatural, on peut avoir un bouquin sur chaque truc, c'est juste pour donner deux, trois idées. L'isolation, c'est ce qu'on appelle l'anesthésie affective, c'est-à-dire pareil qu'il va pouvoir parler du discours, donc parler de ce qui s'est passé. Donc je sais pas, c'est un copain, il n'est pas invité à un anniversaire, donc lui c'est pas forcément terrible, donc il va vous le raconter, donc là il est plus dans l'évitement, il va vous le raconter mais absolument sans aucune émotion. Donc c'est toujours le même principe, là surtout pour les 3 premiers, enfin même pour un peu beaucoup de choses. Dans ce que j'ai mis là, c'est toujours le côté je me sers de ma tête pour essayer de ne pas souffrir, de ne pas être en difficulté avec mes émotions. Mentalisation, évidemment l'impact des émotions intenses, un peu le même principe.
Sublimation, c'est oublier qu'on a le droit d'être énervé et puis on dévie les trucs. Donc c'est par exemple la sublimation, ça va être des enfants qui, puisque ça se passe pas bien, qui veulent pas trop voir et analyser ça, ils vont faire des activités sportives, ils vont faire d'autres choses, ils vont s'intéresser à d'autres éléments qui vont leur permettre de défouler leur tension mais sur un peu autre chose. Enfin, c'est plus compliqué que ça, mais retenez cette idée. Et le vrai soi bloqué, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que si je suis moi et que ça pose problème, je vais bloquer mon vrai moi et je vais être un autre. Comme ça, au moins, j'aurai pas toutes les angoisses et toute la tristesse et le malheur que je pourrais avoir en étant moi-même. C'est forcément très caricatural, ça c'est des choses qui sont inconscientes. On appelle le mécanisme de défense, donc c'est inconscient. C'est des choses qui se font tout seul, on s'en rend absolument pas compte, qu'on peut tous avoir, et on a un gros listing, donc c'est pas. Voilà. Simplement, les enfants précoces se servent souvent de ça. Je vous dis parce qu'ils se servent de leur intellect, et donc comme ça, ils mettent à distance sous les émotions négatives. Puisque justement, la phase d'après, c'était tout ce qui était anxiété, angoisse et dépression. Voilà. Voilà pourquoi je vous ai mis ça avant. Donc, on retrouve très fréquemment tous ces côtés anxiogènes, phobiques, des troubles psychosomatiques. Pareil, pas besoin d'être précoce pour avoir ça, vous le savez. Mais ça se retrouve très souvent chez les enfants précoces, surtout chez les enfants précoces chez qui il n'y a pas de verbalisation. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas dans un environnement où on peut parler, où on peut dire ce qui ne va pas, que ce soit à l'école, à la maison, les copains ou n'importe quoi. Et ils le gardent en eux et ça les bouffe tellement que le corps transpire, j'allais dire, et ça peut faire beaucoup de troubles. L'idéal, c'est de faire passer les choses par la parole pour que ça ne passe pas par tous ces canaux-là. Les enfants précoces, on l'a vu, là je le dis en diagonale, vous le savez, ils ont des émotions très très exacerbées, très très fortes, ça vous le savez déjà. Ce qui est important à voir, c'est que quand ça se passe bien, c'est génial et tout va bien, quand ça se passe mal, ça va faire tout le monde, les choses ne vont pas. Pourquoi je vous dis ça? C'est que ça veut dire que d'un point de vue émotionnel, c'est exponentiel et exacerbé. Donc, quelque chose qui pourrait faire n'importe qui un peu anxieux tout de suite, chez eux ça va être beaucoup anxieux tout de suite. Quelque chose qui va être phobique, donc quelque chose qui fait peur, on va dire, même si pour quelqu'un ça peut être un peu, pour eux ça va forcément être beaucoup tout de suite. Donc il y a toute cette proportion qui est beaucoup plus forte tout de suite. Angoisse existentielle, je ne sais pas si j'ai déjà vu dans mon cabinet depuis une dizaine d'années des parents qui viennent pas en disant, ils posent des questions sur la mort, bizarre et tout, machin. C'est du questionnement existentiel sur qui on est, d'où on vient, comme les questions sur l'infiniment grand et l'infiniment petit. C'est des questions un peu des limites, le début, la fin. En général, ils posent moins de questions sur la naissance, mais ils posent beaucoup de questions sur la mort, sur ce que c'est, comment ça se passe, qu'est-ce qui se passe après. C'est toujours compliqué, parce que comme on n'a pas vraiment d'éléments certains sur ce qu'il y a, les parents sont souvent très déboussolés, et souvent les parents ont peur que ça donne aux enfants l'envie de mourir, des choses comme ça. Pas du tout, c'est la curiosité comme le reste, et c'est aussi cette envie de se questionner sur des choses qu'ils ne savent pas, qu'ils ne connaissent pas, comme l'infiniment grand et l'infiniment petit, c'est regarder un petit peu les limites des choses, mais ça arrive très souvent. Il y a des fois où c'est très angoissant, des fois où ça ne l'est pas, et c'est très rare que ça n'existe pas, ce questionnement-là en tout cas. Conduite et troubles obsessionnels, ça c'est vraiment des moments avec le côté un peu perfectionniste, pour faire très simple, puisque j'ai pas le temps de développer plus, mais c'est vraiment des moments, des choses qui sont vraiment très fortes sur le contrôle, sur des collections, sur vraiment le côté perfectionniste à outrance. Vouloir faire les choses bien, c'est une chose, vouloir les faire bien trop perfectionniste, c'est encore une autre. Angoisse dépressive, ça c'est sûr qu'il y en a beaucoup. Et mise en place de rituels et questionnements outrance pour se rassurer, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est vraiment le côté, c'est pas forcément phobique ou contraphobique, mais c'est simplement que ça les rassure. Donc il y a vraiment toutes ces angoisses et ces anxiétés qui ressortent. Les études ont montré qu'il y avait plus fréquemment de dépression ou de mal-être de manière générale, suivant les terminologies qu'on prend, qu'il y a sur les enfants précoces. Et une étude qui avait été faite à Toulouse il y a une douzaine d'années sur quelques centaines d'enfants, à l'époque, montrait, vous voyez qu'il y avait plus de proportion de dépression et de mal-être chez les enfants précoces que chez les autres. C'est pas des généralisations à faire, c'était vraiment sur une étude précise d'un endroit précis, mais c'est juste pour montrer qu'ils ont pris plusieurs enfants précoces et non précoces de 10-15 ans, donc en même temps il y a l'adolescence, mais vous voyez par rapport à la proportion, il y en avait quand même plus. Donc c'est vraiment un paramètre à prendre en ligne de compte et qu'il ne faut pas oublier là-dessus. Après sur dysynchronie interne et externe, il manque des trucs.
Désynchronie, la synchronie interne, c'est le côté décalage entre l'intellect et l'émotionnel. On sait très bien que les enfants précoces, ils sont en avance au niveau intellect, mais au niveau émotionnel, pas toujours. C'est ce qui fait que souvent, on dit qu'ils sont immatures, vous l'avez déjà entendu, etc. Si vous posez des fois des questions pour les sauts de classe, oui, mais bon, il n'est pas mature, etc. Ça arrive fréquemment. Et puis il y a des fois des parents qui vont dire, mais je comprends pas, il est capable d'être dans l'intellect à fond, et puis je sais pas, s'il perd sa vie, il se met à pleurer, je comprends pas. Bah oui, parce que sur l'émotionnel, il reste un enfant de l'âge en général, voire des fois au contraire ça traîne un peu. Mais en tout cas, il ne faut pas considérer que s'il a de l'avance au niveau intellect, et ben, il a de l'avance sur tout. C'est vraiment quelque chose d'important à voir. La désynchronie externe qui n'est pas affichée, mais c'est le rapport avec les autres, c'est le fait de se sentir différent et que le rapport avec les autres c'est difficile. Donc l'interne c'est vraiment le décalage entre l'intellect et l'émotionnel, et l'externe c'est vis-à-vis des autres enfants. Difficulté aussi des enfants précoces, c'est les projections parentales, fascination, confusion des parents, manque d'affectivité et de tendresse envers les précoces, c'est la surstimulation. Ça c'est le côté effectivement négatif où par exemple on attend beaucoup de... Moi j'ai des parents des fois qui disent voilà, moi j'ai galéré toute ma vie, j'ai eu beaucoup de mal d'arriver là où j'en suis, mon fils il a du potentiel, en gros il a intérêt à vachement bien réussir parce que moi j'ai galéré avec rien, donc lui qui a beaucoup de potentiel, sous-entendu, lui il faut qu'il fasse des trucs excellents, ça arrive fréquemment, c'est compliqué parce que là il faut travailler avec les parents plus qu'avec l'enfant. L'enfant il faut le rassurer, et puis chez les parents il faut essayer de ménager un petit peu les choses. Et puis après il y a les parents qui disent voilà, qui sont dans le côté fascination négative, c'est voilà, moi c'est un peu bête deux fois, un peu un génie, donc il va falloir qu'il fasse forcément ci, qu'il fasse forcément ça. Pourquoi? Parce que ça, vous vous rendez compte, je suis la maman de machin qui va faire ça. Enfin, vous voyez, c'est le côté narcissique personnel des parents, ce qui est forcément difficile. Et puis le côté manque d'affectivité, moi j'ai plein de parents qui disent mais je comprends pas, mon enfant il a 8 ans, il me demande à faire des câlins, je comprends pas, c'est un enfant de 8 ans, donc c'est pas aberrant de considérer qu'un enfant d'un autre âge aussi, mais qui a 8 ans, il réclame des câlins, alors d'autant plus quand il est angoissé, alors il a encore plus besoin de l'assurance, et c'est là parce qu'avant on vous a parlé pendant, je sais pas, 1 heure de physique nucléaire, qu'après il a pas besoin d'un câlin. Donc souvent c'est compliqué parce que les parents, ce décalage entre l'intellect et l'émotionnel est très compliqué à gérer et à être perçu par les autres. C'est pas toujours simple. Et souvent les enfants précoces se sentent l'objet de plus d'attentes que les autres. Ça se retrouve aussi beaucoup. Hop, si ça veut bien avancer. Peur de décevoir et de se décevoir, quid de l'imposture, beaucoup d'enfants précoces qui ont fait des tests et puis qui reviennent me voir après, ils ont fait avec d'autres collègues et puis ils disent mais en fait la psy elle s'est trompée, je suis pas intelligent, je suis pas capable de faire ça, ça veut dire que je suis pas intelligent. Donc souvent, ou alors parce qu'ils disent voilà on me demande trop, je ne vais pas être capable d'y arriver, donc il se pose beaucoup de questions, c'est-à-dire qu'on va voir après, il y a tout le côté de... C'est très rassurant, il faut faire passer des tests quand on a ces questions-là, parce qu'ils ont besoin de savoir, besoin de reconnaissance, on va revenir après, mais il ne faut pas croire qu'une fois qu'ils ont ça, c'est bon, ils sont rassurés, non, il y a au contraire, des fois c'est plus angoissant, outre le pourquoi je suis comme ça, c'est encore une autre question, mais c'est oui mais non, c'est pas possible, et ce matin j'ai eu un contrôle de maths, j'ai arrivé, ça veut bien dire que la psy elle s'est trompée, que je suis pas précoce, j'entends ça régulièrement, donc le but c'est d'essayer aussi après de remettre les choses à leur place, c'est compliqué. Sentiment d'être redevable, pas être à la hauteur, c'est vraiment tout ce côté de se dire, aussi par rapport à des parents souvent les milieux socio-culturels, de pouvoir avoir des fois le sentiment de ne pas être à la hauteur parce qu'on met beaucoup d'attentes sur eux, ou parce que le grand frère, je sais pas, le grand frère va faire normal sup Elena, moi je vais être dessinateur, ça va peut-être pas bien passer au niveau des parents, des fois ça passe bien, et c'est chouette, puis des fois non, il faut au moins arriver à la hauteur du grand frère, ou du père, ou du cousin, ou de l'oncle, on s'en fiche. Mais c'est vraiment compliqué. Le sentiment d'être redevable, c'est des fois aussi des précoces qui disent que ils ont plus de trucs que les autres, mais qu'ils ne savent pas en faire, donc ils doivent comme s'il fallait qu'ils le rendent parce qu'on leur a donné plus. Donc vous voyez, il y a cette difficulté en disant voilà, j'ai un truc en plus, ou j'ai des trucs en plus, et je ne sais pas quoi en faire, je ne sais pas si c'est bien perçu, je suis un peu paumé là-dedans. Et donc des fois ils se disent en fait, non, j'ai rien du tout, et puis ça sera plus simple. Mais effectivement, quand on a ce fonctionnement et ce précablage-là intellectuel, on l'a toute sa vie, donc ça ne change pas. Peur de se perdre, qui est-on si on ne se reconnaît pas dans les attentes et puis par rapport aux autres? L'être humain, de manière générale, se construit en fonction de l'image qu'il a, du regard de celui qui est en face de lui. Donc si en face de lui, il passe son temps à voir que des gens
qui lui renvoie quelque chose de négatif, et ben forcément, ça ne va pas lui donner envie, et puis il va être paumé, parce que si lui essaie de faire quelque chose de bien et qu'on n'arrête pas de lui retourner qu'il fait quelque chose de mal, ben il se paume. Il est pas paumé. Qui je suis comment être soi est-ce qu'on attend en même temps donc c'est toute la question de rester soi malgré tout, même si les enfants précoces sont traités de bizarres, de marginal, de différents, enfin marginal et de marginal, bizarres, différents, extraterrestres, ça ressort souvent aussi. Attitude de faux self, ça c'est quoi? C'est vu que je ne peux pas être moi-même, je fais un faux moi, faux self. Pour faire simple. Donc c'est quoi? Je vais me coller aux attentes des autres. Donc je vais être ce qu'on me demande d'être. Comme ça, en moi, ça fait pas d'histoire. Sauf que le problème, c'est qu'au niveau de développement, moi, je vois beaucoup ça chez les enfants, et puis quand je les vois à l'adolescence, après ils sont paumés parce qu'ils disent mais qui je suis? Vu que déjà qu'à l'adolescence, c'est le bordel. Et là, encore plus parce que les bases qu'ils avaient avant, c'est des fausses bases. Donc c'est complètement paumé. Donc c'est super compliqué. Et puis, il y a quand même un peu l'attitude de compromis, d'essayer de trouver un équilibre entre je suis moi et j'essaie d'être ce qu'on attend de moi. C'est un peu compliqué, mais c'est difficile l'équilibre qu'on est précoce, consciemment et inconsciemment. Je le redis, c'est-à-dire qu'ils ne se disent pas forcément face à un copain, bon alors lui, je vais faire comment, et ils peuvent faire ça, mais des fois, c'est totalement inconscient, ça se met en place tout seul sans qu'ils aient à réfléchir. Comment les aider un peu à lâcher prise? Donc, quand je parle de lâcher prise, le but, c'est pas de dire ils sont pas bien comme ils sont, on va les changer, on va les transformer, pas du tout. Mais c'est simplement de se dire comment, quand il y a des moments où c'est trop compliqué, comment on peut les aider un peu à se détendre et à relâcher un petit peu tout ça. Considérer ce que j'ai vu au début, que c'était un enfant avant tout, donc ne pas mettre de côté tout ce qui est affectif. J'insiste dessus parce que moi, je travaille beaucoup là-dessus avec les parents et avec l'entourage. Que le développement émotionnel se fait en fonction de l'âge biologique, en fonction des peurs et de l'anxiété. Nombre de parents qui me disent mais je comprends pas, à 5 ans ils me parlent de je sais pas quoi, et le soir s'il n'y a pas son doudou, c'est la fin du monde. Normal, c'est un enfant de 5 ans quoi. Importance du jeu de manière générale. Un enfant a besoin de jouer, a besoin d'imaginaire, a besoin de créativité, et des choses qui ne soient pas toujours intellectualisées. Il faut vraiment développer ce côté-là parce que c'est le développement d'un enfant, vraiment psycho-affectif, relationnel avec les autres, etc. Donc il y a vraiment tout cet aspect-là à vraiment garder en ligne de compte. Bon, l'immaturité, c'est ce qu'on dit souvent. Moi, je ne sais pas ce que ça veut dire immaturité. Moi, je conçois juste qu'il y a un décalage entre l'émotionnel et l'intellect. Oui, on travaille dessus, c'est pas la fin du monde, mais il faut le prendre en compte. Rapport avec les autres, c'est pareil, dans les rapports avec les autres, on va le voir après, c'est d'un peu les aider afin que ça se passe bien avec les autres dans ces contextes-là. Comment on peut les aider aussi? Prise en charge de son entourage, détection, donc par les tests, puisque c'est comme ça qu'au jour d'aujourd'hui ça marche. Ça permet juste de voir le fonctionnement intellectuel. Moi, quand je fais les tests et quand je fais les bilans, je fais très attention. Déjà, pas donner de chiffres, parce que je trouve que les chiffres ça ne veut rien dire, de parler d'intervalle, de parler de fonctionnement. Moi, ce qui m'intéresse quand je fais les tests et que je fais les restitutions, c'est vraiment le fonctionnement propre de l'enfant. Quels sont ses points forts, quels sont ses points faibles, est-ce qu'il y a un fonctionnement homogène, est-ce qu'il y a un fonctionnement hétérogène, qu'est-ce que ça veut dire, de quoi il a besoin, comment il fonctionne, et moi je passe 1 heure de compte rendu à faire que ça. Après qu'il ait un chiffre, oui, et surtout, après l'enfant, il est comment là-dedans, et qu'est-ce qu'on en fait. Moi je trouve que c'est vraiment quelque chose de primordial. Compréhension et reconnaissance, déculpabilisation et valorisation, et quand il n'arrive pas, c'est pas la fin du monde. Le fait d'être précoce, c'est pas non plus la fin du monde. Et il faut essayer de les encourager là-dedans. Hop. Alors évidemment, j'avais mis une phrase qui n'apparaît pas grave. Le docteur Revol qui disait les enfants précoces ne sont pas tout à fait comme les autres, mais comme les autres, ce sont des enfants. C'était juste pour bien montrer le côté développement de l'enfant, j'y tiens. Je me dépêche parce que je suis à la bourre. Donc au niveau de l'école, essayer évidemment, mais ça va être redéveloppé, c'est pour ça que je n'en dis pas plus que ça, sur mettre moins de pression, d'essayer de soit pas les considérer comme des nuls, soit au contraire de en faire des bêtes de concours, donc c'est pas ni dans l'extrême, ni dans l'au-dessus, ni dans l'en-dessous. Et famille et la maison, ils ont besoin de cadres et de règles. Et les parents d'enfants précoces sont souvent déboussolés quand je leur dis ça, et je leur explique qu'en fait, les enfants, ils ont besoin d'avoir beaucoup de cadres et beaucoup de limites. Pourquoi? Parce qu'ils en ont besoin beaucoup. Et que si on n'a pas, ils sont obligés eux de se les mettre. Donc ils sont obligés de se mettre des limites et de juguler et de vivre dedans. Donc ils sont obligés de faire le fond et la forme en même temps, c'est super compliqué. Si on en met des cadres, des règles, et qu'on s'y tient en tant que parents, en tant qu'enseignants, tout ce qu'on veut, les enfants, ils voient qu'il y a des limites, elles sont là, elles sont stables,
ils peuvent se relâcher. Non, de temps en temps, ils testent, ils poussent, ils en mettent, hein, on est bien d'accord, mais ils ne sont pas obligés de faire les deux. En même temps, s'ils sont obligés de faire et la limite et confronter aux limites, c'est pas possible. Donc ils ont besoin de plus de cadres et plus de règles que les autres. Alors, il y a des fois où on explique des règles, et puis il y a des fois, il y a des règles, ça ne se discute pas. Il y en a qui se discutent, il y en a qui ne se discutent pas. Ça, c'est toute la difficulté. Parce que si vous rentrez dans les explications avec eux, vous avez plus de chances de vous faire avoir et d'être retrouver un peu comme des bêtes à la fin, on va dire. Parce qu'il y aura un argument qui va être incontournable et vous allez vous retrouver bloqué parce que vous ne pourrez pas lui imposer. Par exemple, si c'est l'heure d'aller se coucher, il pourra vous trouver des super excuses. Ouais, mais par exemple, ça ne se discute pas. C'est compliqué, on verra dans les ateliers cet après-midi pour ceux qui sont là, mais moi je suis partisan de. Il y a des choses qui se discutent, des choses qui ne se discutent pas, et on ne rentre surtout pas dans le jeu de la discussion quand ça ne se discute pas. Donc c'est la fin du monde, et en plus, ça va donner l'impression d'être super au-dessus. C'est la galère, et il ne faut surtout pas rentrer dedans. Moins de pression interne, une fois qu'on a fait tout ça, normalement, il a moins besoin d'avoir l'impression d'être parfait, il a moins besoin d'être le meilleur, il a moins besoin de tout maîtriser, donc forcément, c'est un peu mieux. J'avais mis un petit truc qui n'est pas passé, je ne sais plus, tant pis. Alors, activité extrascolaire, pour moi c'est important qu'il y ait ce temps extrascolaire, donc outre l'aspect intellectuel, alors c'est pas une obligation, mais de voir des activités sportives de défoulement, c'est bien. Physiquement, ils ont besoin de se défouler, alors que ce soit par n'importe quel support, on s'en fiche. Activité collective, c'est bien, c'est pas du tout obligatoire, quand ça peut se faire, tant mieux, il faut en profiter. Je sais que pour les activités qui mêlent un peu physique et réflexion, en général, les enfants précoces aiment bien tout ce qui peut être escalade, escrime, tout ça. Pourquoi? Parce que c'est des activités qui sont fatigantes, mais qui demandent beaucoup de technique. Vraiment. Plus que du foot. Je dis pas que le foot n'est pas technique, mais c'est pas bien la même chose non plus. Et il faut avoir des activités de défoulement, outre les activités de culture, de langue, tout ce que vous voulez. C'est aussi quelque chose qui est important. Créativité, imagination, c'est très important. Un enfant qui ne joue pas, un enfant qui n'est pas dans l'imagination, c'est un enfant qui ne va pas bien. Bon. Après, il le développe au mieux, hein, l'imagination, la créativité, c'est bien, mais sinon, c'est pas normal. Enfin, c'est pas normal. Ça veut dire qu'il y a quelque chose, il faut aller voir dedans. Jeu à la maison avec les autres copains, important. L'histoire du soir, c'est vraiment ce temps où il va pouvoir être dans l'imaginaire, où il va pouvoir être dans l'émotion. Donc l'histoire qu'on raconte avec lui ou qu'on lui raconte, ou que des fois lui préfère raconter comme on veut. Mais il y a ce besoin de rassurance, mais ceci c'est un moyen de déconnecter, et ça c'est quelque chose qui est positif. Ah bon, tu n'auras pas le temps de tout faire, je vais faire l'essentiel. Hop, c'est là. Aide psychothérapeutiques si besoin. Donc c'est pas une obligation. Tous les enfants précoces n'ont pas besoin d'aller voir un psy, heureusement. Mais il y en a pour qui ça ne va pas. Donc dans ce cas-là, l'intérêt du travail thérapeutique, c'est de les aider dans leur situation. Et le but, c'est pas de faire plaisir aux uns aux autres, c'est d'essayer de voir pourquoi ça ne marche pas. Moi, je suis plus d'inspiration analytique, donc je vous ai mis ça. Il y a le modèle des TCC qui marche bien aussi. Moi, je suis moins fan. Moi, le modèle analytique, j'aime bien parce qu'on cherche sur comment il fonctionne, pourquoi il en est arrivé là, on s'occupe du pourquoi. Pourquoi il en est arrivé là, pourquoi il pense ça comme ça, et on essaie de voir avec lui. Est-ce qu'on ne peut pas faire autrement, on essaie de voir, etc. Mais vraiment en se basant sur comment lui il a vu les choses, pourquoi il fonctionne comme ça, etc. Le modèle TCC, alors c'est beaucoup plus compliqué que ce que je vais dire là, et ceux qui aiment peut-être les TCC ne vont pas aimer, mais je vous respecte très caricatural, je l'assume. On va moins s'occuper du pourquoi, on va essayer plutôt de s'intéresser à comment on va faire. Donc on va essayer de donner d'autres schémas de fonctionnement pour que ça marche. Donc on n'est pas tout à fait sur le même créneau. Ça marche très bien, en plus il y a un nombre de séances prévues, etc. Moi, je ne sais pas le nombre de séances que ça prend. Des fois, ça prend 2 séances, des fois, ça prend 20. C'est plus compliqué que ça. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est qu'on parle sur là où il en est et comment on peut l'aider, et pas en lui donnant un modèle préétabli. C'est très caricatural, je l'assume, sans problème. Bon, atout, handicap, il y a des choses positives, des choses négatives, forcément. Pour moi, c'est pas du tout un handicap, c'est un atout, mais à partir du moment où c'est pris en compte comme ça et qu'on l'aide à l'être là-dedans. Conclusion, n'importe qui c'est une chance, n'importe qui c'est des points. Moi il y a des parents, quand je fais des tests et que je leur dis qu'un enfant est précoce, ils font dans l'âme parce qu'ils sont affolés, ils disent oh là mon Dieu, c'est pas vrai, dites-moi. Puis au contraire, des parents qui, quand ils ne sont pas précoces, ils disent mais c'est pas possible, comment ça se fait? Ils voulaient tellement avoir un enfant précoce que c'est compliqué. Et puis en général, vous savez que c'est pas aussi simple et rigolo que ça, mais les croyances populaires traînent. Inadaptés ou au contraire mieux équipés que les autres pour réussir dans la vie. Moi je pense qu'ils sont plus d'atouts simplement, et ben ça marche pas toujours. J'ai mis la phrase en bas que l'enfant intellectuellement précoce vit dans un monde qui ne le comprend pas, mais que lui comprend trop bien. Moi je le vois régulièrement. Et vraiment, faut pas oublier qu'ils ont des besoins spécifiques, donc il ne faut pas les nier, mais il faut les aider et pas oublier le côté affectif et émotionnel parce que
Moi, j'y tiens beaucoup. Voilà, je suis désolé, j'ai fait très rapide. Merci de votre écoute. Merci beaucoup à Monsieur Olivier. C'est le temps des questions-réponses. Allez. Bonjour, j'ai une question sur les tests psychologiques, au risque 4 notamment. Et j'aurais voulu savoir comment, sur un test identique, passé par deux professionnels différents, les résultats ne sont pas les mêmes. Alors, il y a deux aspects. Un, très technique, c'est-à-dire que ça dépend du temps qu'il y a eu entre deux passations. C'est-à-dire que si le temps est court, il y a un système de mémoire. Ça, c'est ceux qui fabriquent les tests qui disent ça. Pour deux passations avec le même outil, il faut au moins 1 an et demi, 2 ans d'écart, sinon il y a un effet de mémoire, de répétition, machin, qui fait que donc, déjà ça joue. Et il y a vraiment le côté relationnel avec le professionnel. Moi je pense, mais je l'avoue, je suis très humble là-dessus, je pense qu'il y a des enfants pour qui ils n'avaient pas envie de montrer leur capacité avec moi, ou tout court ils ne voulaient pas, ça je ne le saurais jamais. Je pense qu'ils étaient précoces et les résultats ne le sont pas, par exemple. Après, c'est aussi une question de professionnel. C'est-à-dire que le professionnel, s'il sent que l'enfant il est capable, mais que ce jour-là il ne veut pas, moi ça m'est arrivé d'arrêter la passation, ça ne sert à rien, les résultats ils sont faux. Alors c'est facile à dire, hein, après nous c'est notre travail, donc c'est compliqué. Donc ça dépend. Moi je pense que c'est une question de relationnel avec le professionnel qui fait passer les tests. Moi quand je fais passer des tests, je fais un premier rendez-vous d'anamnèse avec les parents, avec l'enfant. On prend 1 heure, on discute. Je parle avec l'enfant, je lui demande ce qu'il en pense, est-ce qu'il est d'accord pour faire, qu'est-ce qu'il en pense. J'explique le test, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça, comment info, etc., etc. Et un autre jour, je fais la passation. Comme ça, il a le temps de digérer, il a le temps de venir tranquillement, il est moins stressé, il sait déjà qui je suis, c'est à quoi je ressemble, il connaît l'endroit, il sait grosso modo ce qu'on va faire. Je lui dis, voilà, on va faire des cubes, des questions, des images, il est content, etc. Et puis une fois qu'il a fini, je lui dis, voilà, on en reparlera, comme je t'avais dit, la prochaine fois avec tes parents, et je fais un autre rendez-vous d'1 heure avec les parents et l'enfant, toujours, bien sûr, où on parle, je lui demande aussi ce qu'il en pense, etc. Donc, suivant le climat, et puis voilà, puis moi je sais qu'il y a des enfants, ils me disent de toute façon, ton truc, je te le ferai pas. Donc, moi je pense que voilà, il y a la question éventuellement de date entre deux passations. Après, pour moi, c'est le relationnel avec le professionnel. L'outil, il n'y a pas de raison qu'il monte en lui-même l'outil. C'est la manière dont l'enfant va le passer et la manière dont le professionnel va l'accompagner à cette passation. Si c'était juste pour faire passer des activités, on mettrait devant un écran ou une machine, il appuierait sur des boutons. Et c'est pas pour rien que c'est que des psychologues qui peuvent passer le risque. Parce qu'il y a une formation, et donc quand moi je fais la passation, je fais attention à comment on les regarde, qu'est-ce qu'il fait, par exemple s'il fait des preuves de vitesse, s'il a un mauvais score, est-ce que c'est parce qu'il a été trop doucement, est-ce qu'il a fait trop vite, est-ce qu'il a mal fait, est-ce qu'il est anxieux, est-ce qu'il a du mal à s'y mettre, est-ce qu'il vérifie tout le temps, il y a toute cette analyse dessus. Donc même après, même s'il peut avoir des chiffres différents, ça m'est déjà arrivé, ben, j'essaie de me baser sur le côté qualitatif. Parce que des fois on ne peut pas faire autrement, donc j'ai pas forcément de réponse toute faite, mais voilà, je peux en ressentir. Merci. Pardon, je suis en retard. Bonjour. Vous dites au deuxième rendez-vous que oui, l'enfant est là, ça vous paraît une évidence. Moi, je ne sais pas si c'est une erreur, quelque chose de bien ou pas, mais je parle souvent, malgré moi, devant lui, aux adultes, de son comportement. Est-ce que c'est une bonne chose ou non moi, de la manière dont je le fais, moi, au premier rendez-vous, quand je suis avec les enfants et les parents, on en discute. C'est-à-dire, je dis pas. Après, je dis pas, ah bon, bah, c'est pas bien ce que tu as fait, etc. On reprend. Qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi. Donc, moi, je suis pas dans. Les parents me disent, mais je sais pas, il fait le truc pas bien. L'enfant, il le sait qu'il fait le truc pas bien. Ses parents lui crient dessus 10 fois. Les choses que les parents ne veulent jamais être dites devant l'enfant, ils me le disent au téléphone avant ou ils me le disent après. Des choses qui ne veulent vraiment pas être dites. En général, les choses qui sont dites devant les enfants, c'était ça, votre question? Si c'est une bonne chose pour le petit, justement, de se l'entendre dire, de voir que c'est pas qu'un truc interne tous les deux. J'entends. Moi, je suis partisan du fait qu'après on en parle, on échange, et que l'enfant, surtout quand c'est un enfant précoce, mais de manière générale, il sent déjà les choses, et le fait de mettre des mots dessus, c'est pas ça qui va rendre la situation plus difficile, parce qu'on en parle derrière. Mais ça peut arriver que ça puisse être déstabilisant, c'est possible. Après, ça dépend. Pareil, ça dépend ce qui a été dit, puis ça dépend comment les parents le disent. Moi, en majorité, les enfants, quand je leur en parle après, ils disent, ouais, mais ça, vous le savez déjà. Sauf quand c'est des secrets de famille, des trucs, mais les parents, je vous dis, ne le disent pas devant, en général. Donc, oui, non. Moi, en fait, pourquoi je vous explique, pourquoi je fais l'anamnèse au début? Parce que ça me permet de comprendre la situation dans laquelle est l'enfant. Moi, quand je fais l'anamnèse, je fais l'historique, c'est-à-dire de voir comment ça s'est passé depuis qu'il est petit. Je
sais pas s'il est en 6e, je montre comment ça s'est passé quand il était tout petit, au niveau développement, quand il était en maternelle, à l'école, à la maison, avec les copains, etc., pour voir la progression, pour voir est-ce qu'il y a des moments et des trucs qui ont un peu bougé, voir si les parents aussi ont changé leur manière de le voir, de le sentir, etc. Donc moi, ça me donne une aide pour après la restitution. Mais après, peut-être qu'il y a des éléments, mais ça, je ne sais pas. Mais bonne question. Michel. Bonjour. Bonjour. Alors, ma question s'adresse à vous et je pense aussi à Madame Beau qui est intervenue ce matin. Oui. Elle a été pratiquée, pas de chiffres parce que c'était pas l'intérêt, c'était plutôt des observations cliniques pour confirmer ce qu'on pressentait. Nous a été proposé par la neuropsy une demande de saut de classe chez un petit qui est en une section maternelle. Et la question, c'est aussi au niveau de socialisation. C'est un petit bonhomme qui s'éclate avec ses potes, mais qui a 4 ans et qui sait lire. Alors là, les réunions avec l'école vont pas tarder à déclencher. Dans la balance, c'est un peu difficile en tant que parent pour se positionner parce que nous, ce qu'on souhaite, c'est le bien-être. J'entends. Alors, j'ai absolument aucune réponse toute faite, évidemment, sinon vous l'auriez déjà. Moi, dans tous les cas, les fois où il y a discussion sur un saut de classe, moi j'explique très bien que je leur dis voilà, d'un point de vue intellect, ça pourrait, maintenant on va parler du reste, on en parle. Donc, moi j'ai plein d'enfants précoces qui me disent je ne veux pas sauter de classe parce que je veux rester avec mes copains. Mais tant mieux, moi je trouve ça très bien. Ça ne me dérange pas, moi. Ça me dérange pas. Après, est-ce que c'est mieux, est-ce que c'est pire? Il faut peser le pour et le contre. J'en sais rien. La question, c'était aussi pour pas qu'il commence à s'ennuyer, qu'il ait de l'effort, etc. Totalement. Alors, moi, je continue de voir les copains à la récré, quand même. Il y a pas, voilà, et ça dépend aussi du domaine scolaire dans lequel il est, enfin, l'environnement scolaire, c'est-à-dire s'il est dans un environnement qui est quand même suffisamment stimulant, c'est moins gênant, vous demandez s'il peut avoir un petit peu plus de stimulation, c'est bien. Après, quand ça ne l'est pas, il n'y a pas de réponse toute faite. Sachant que les copains, il pourra peut-être en avoir, c'est ce qu'on dit souvent, oui, tu pourras te faire des copains, des fois oui, des fois non. C'est vraiment au cas par cas. Moi, souvent, les parents, quand me disent est-ce qu'il faut faire un saut de classe ou pas, moi je suis très embêté parce que je leur dis voilà, l'intellect, on a vu ça, mais après, j'en sais rien. Moi, ce que j'essaie de faire un maximum quand je fais les tests, j'essaie en général de faire soit des dessins, soit des tests projectifs ou de personnalité pour les enfants, ce qu'on appelle, c'est plus pour d'un point de vue émotionnel, c'est-à-dire de voir un petit peu où est-ce qu'il en est au niveau émotionnel. Il y a des tests qui existent, des boîtes noires, du CAT pour les plus grands, alors en charge, du TAT et plein d'autres choses. Le but, c'est quoi? C'est simplement de voir d'un point de vue émotionnel comment il le vit. Il n'y a pas de normes, il n'y a pas de chiffres. Simplement, est-ce qu'au niveau émotionnel, les choses qui bloquent, les choses qui ne bloquent pas, les choses qui vont, les choses qui ne vont pas, et en fonction de ça, ça donne une lecture un peu plus ciblée sur là où on peut l'aider, ou là où il n'a pas besoin qu'on l'aide. Donc moi, souvent, je me sers aussi de ça, parce que là, les tests de QI, ce qui s'appelle comme ça, ne donnent qu'un élément qui est une partie du fonctionnement intellect, suivant des critères qui ont été déterminés comme ça. Point. Donc si on se base que là-dessus, c'est une erreur. Que je vous ai dit tout à l'heure, il faut considérer tout le reste. Donc, voilà, mais c'est très compliqué. Et puis après, il faut, en fonction de ce que veut l'enfant, de ce qu'en pensent les parents, de ce qu'en pense l'école, compliqué. Bonjour, moi j'ai une question concernant justement l'abord psychanalytique avec ces enfants-là. Qu'est-ce qu'on peut penser d'un enfant qu'on emmène chez le psy et qui ne dit rien? Alors, il dit rien, quand je dis il dit rien, il dit vraiment rien. Donc au départ, bon, quel âge? 6 ans et demi, il a déjà sauté de classe, il est en dépression, il est en comportement très agité à l'école, enfin bon, très agité depuis à peu près toujours, y compris la crèche, hein, puisque c'est là où on nous a alertés très tôt. Nous, on savait intérieurement, on a beaucoup nié le profil, en fait, plutôt par rapport aux gens et au regard des gens. On a fini par accepter et dire que oui, on savait. Aujourd'hui, il va chez le psy et il dit... de temps en temps, il lui dit alors, ça s'est bien passé? Je dis rien, j'en ai pas besoin, j'ai pas besoin d'aller le voir. Alors là, évidemment, je ne peux pas répondre, j'en sais rien. Je peux juste vous dire que quel que soit l'apport du psy, il y a deux aspects pour ces âges-là. Soit il ne parle pas parce qu'il ne veut pas ou qu'il n'a rien à dire, soit parce qu'il n'a pas besoin, parce qu'il n'a pas besoin, sauf que vous dites qu'il est déprimé, donc c'est qu'il a besoin de quelque chose. Il a besoin. Soit ça peut passer par la parole, soit moi, beaucoup à ces âges-là, je me sers de jeu. Ces âges-là. Et après, il faut qu'il veuille. Après, les jeux, ça dépend quel jeu, ça dépend comment on les fait, ça dépend plein de choses. Alors, nous, c'est vrai que la question, bon, c'est une situation, c'est la nôtre, donc voilà. C'est un peu qu'est-ce qu'on fait de ça, dans la mesure où, moi, j'ai abordé la question avec le pédopsie, puisque c'est un médecin, c'est un pédopsychiatre.
Donc notre fils fait des avions en papier toute la séance, mais le psy m'a fait comprendre qu'en fait il refusait de lui poser des questions parce que c'est pour lui trop directif. Alors ça, c'est la méthode du psy. Alors, ça, Voilà. moi, la mienne à moi perso, à ces âges-là, on peut discuter. À ces âges-là, moi, je fais plutôt des jeux. Alors, je peux passer même par des Playmobil, par des Lego, on s'en fout. Moi, l'aspect analytique, c'est on met en scène du symbolique et on travaille sur le symbolique. Donc, que ce soit par des mots, du dessin, du jeu, je m'en fiche. Je pense qu'il y a un outil, un médiateur, ça peut être de la pâte à modeler pour les petits, ça peut être tellement de choses différentes. Des animaux, des machins, et avec ça, on met en scène quelque chose et ça fait parler, même si c'est pas avec des mots. Ça, c'est ma manière à moi de fonctionner. Il y en a qui vont vous dire, on s'assoit en face à face et on parle. Il y en a qui vont faire autrement. Pour moi, il n'y a pas une bonne méthode, il y a d'essayer de faire que ça aille mieux. Voilà, donc je ne peux pas vous répondre. Chacun travaille à sa manière, puis après, honnêtement, un côté psy, que ce soit pédo, psychiatre ou des psychologues, il y a aussi une question générationnelle. Moi, je travaille beaucoup avec des psychologues, forcément puisque c'est mes collègues. Les jeunes ont un aspect beaucoup plus dynamique dans l'échange que les plus anciens, même s'il ne faut pas généraliser, mais parce qu'avant, ce n'était pas expliqué comme ça. Les psychologues qui ont 60 ans, ils n'ont jamais appris à jouer avec les enfants. Enfin, jouer, oui, non, mais pas de la manière dont on l'a appris et la manière dont moi je pensais. Voilà. Et juste pour terminer, et comme ça je m'arrête dessus, pour les études de psycho, la précocité n'est pas apprise du tout non plus. Hein. C'est pas, pour revenir sur les formations, les cursus, machin, c'est pas appris non plus. Donc, tout psychologue qui fait passer des tests ou qui ne fait pas passer des tests, la majorité du temps, même 99% du temps, n'a jamais entendu parler d'enfants précoces, il ne connaît que ce que vous envoyez à la télé. Donc, attention, c'est tout. Voilà. Je m'arrête là. Merci beaucoup. Merci beaucoup.